La prochaine séquence, c'est les territoires pour relever nos défis communs. Et pour animer cette séquence, j'appelle Charles Benoît-Etzi, qui est président fondateur du Rameau, copilote du fonds EDD 17. Cette séquence va porter sur le rôle des territoires dans la mise en œuvre de cette territorialisation. Et avec vos invités, vous allez nous partager tous les ingrédients qui sont nécessaires pour accélérer les coopérations multi-acteurs au service de cette territorialisation. C'est à vous, Charles Benoît. Merci beaucoup, Élodie. Alors, pour pouvoir parler de ce sujet, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un parterre qu'on va voir affiché immédiatement extrêmement remarquable, même si deux d'entre eux ne peuvent pas être physiquement parmi nous pour les raisons que nous comprenons bien. J'ai nommé Sylvain Wasserman, président directeur général de l'ADEME, Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA. Nous ne les verrons pas, mais nous pourrons les lire. Puisqu'ils sont soumis bien évidemment au devoir de réserve lié à la situation un peu particulière aujourd'hui. Nous avons la chance d'accueillir Béatrice Latouche, vice-présidente de l'ANPP Territoire de Projet, que je remercie particulièrement dans le contexte actuel d'avoir accepté de faire le déplacement de son territoire pour pouvoir nous parler de ces projets de territoire, et plus que jamais nous en avons besoin. Merci Madame la Présidente d'être avec nous. J'appelle aussi Pierre-François Bernard, fondateur d'Etc, lui aussi élu local au Premier Sapin en Bourgogne-Franche-Comté. Je crois savoir que lui aussi n'est pas insensible à ce qui se passe aujourd'hui. C'est lui qui a accompagné le programme chef de projet innovation territoriale. Je le remercie de venir témoigner aussi de la richesse de ce chemin. Alors Anne-Valérie Crespo, Anne-Valérie, on se connaît depuis très très longtemps grâce à l'alliance dynamique de nos amis du groupe La Poste, puisqu'elle dirige, elle est déléguée à l'engagement sociétal en Occitanie, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'Anne-Valérie, même si elle pourrait en témoigner longuement, est avec nous, c'est qu'elle a fait le pari fou, il y a 7 ans, de démontrer que le dialogue en co-responsabilité, ce dont nous parlons depuis ce matin, crée de la valeur pour les managers qui sont engagés à titre personnel, pour le territoire bien évidemment, où ces dialogues s'inscrivent et autour des enjeux de ces dialogues, et aussi pour les organisations qui les mandatent. Cette thèse, dont Anne-Valérie m'a fait le profond honneur d'être membre du jury, a reçu le premier prix de la thèse 2024 de l'ADERS. Anne-Valérie a réussi à trouver le tout petit chemin entre les orthodoxes et les hétérodoxes de l'académique, entre la RSE et les richesses humaines, la gestion des richesses humaines, pardon, des ressources humaines, prenons les termes académiques. Et justement, vous avez fait une thèse dont je peux dire chaque ligne est une reconnaissance pour les 350 catalyseurs territoriaux. Merci d'être avec nous. C'est Valérie Dumontet, la vice-présidente de la Fondation des Territoires, qui cette année vient intervenir, parce que Jean-Paul Delevoye étant intervenu l'année dernière, nous avons pensé qu'il était bien que ce soit la voix d'une femme que nous entendions aujourd'hui. Là aussi, Valérie Dumontet étant vice-présidente du département de l'Aude, malheureusement n'a pu faire le déplacement. Elle est avec nous en ligne. Ma chère Valérie, merci d'être avec nous et je crois que tu pourras témoigner qu'à l'occasion du dernier comité exécutif de la Fondation des Territoires, il n'y a pas plus tard que 10 jours, nous étions heureux d'accueillir 3 nouveaux membres dans la personne de Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge française, d'Anne-Marie Jean, la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, dont je remercie la chargée de mission qui est avec nous aujourd'hui, qui a organisé les 2e assises du pacte pour une économie locale durable il y a le 6 juin dernier. Remarquable démarche qui montre que oui, c'est possible en territoire et c'est non seulement possible mais une réalité. Et nous avons accueilli aussi Laurent Lély
directeur du campus de Clermont d'AgroParisTech, qui est avec nous, et un compagnon de route avec Cécile Cotte, extrêmement précieux pour nos travaux. Merci Valérie d'avoir au moins pu te libérer dans ce contexte pour être avec nous en ligne. Et enfin, puisque nous ne saurions aborder cette question uniquement sur une question nationale, bien évidemment, je remercie Frédéric Roussel, le cofondateur d'Acted. Je rappelle que c'est la première ONG de solidarité internationale française, la 3e européenne, dans le top 10 des ONG mondiales, grand acteur de l'Afghanistan, et peut-être s'il reste un semblant d'humanité là-bas, c'est grâce à vous, cher Frédéric. Merci Frédéric de nous rejoindre pour cette table ronde. Alors, dans cette table ronde, l'introduction va être double, puisque vous savez que nous avons publié le cahier de recherche ODD 17, économie et territoire, en... Viens à côté de moi, Frédéric. Pour une fois que je t'ai à mes côtés, je vais te garder. Hein. C'est difficile de le saisir, parce que comme il est toujours à l'international, c'est très difficile de l'avoir. C'est un vrai privilège de l'avoir aujourd'hui avec nous. Donc le cahier de recherche, le dernier cahier de recherche réalisé avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, ODD 17, économie et territoire, nous donnait le cap et le cadre de cette démarche. Mais nous voulions, avec nos amis de Juris Association, et vous en avez l'exclusivité, ou plus exactement le privilège de l'avoir en main en sortant, nous voulions avoir consacré le 12e dossier sur les modèles socio-économiques d'intérêt général sur la question des territoires. Il a été publié hier, hein, comme il se doit, puisque c'est tous les 1er juillet de chaque année que ce dossier sur la spécificité des modèles socio-économiques d'intérêt général peut être publié. Et bien évidemment, nous avons la chance et le privilège qu'il vous soit donné, à vous, catalyseurs territoriaux, en sortant de cette pièce. Et bien évidemment, pour nos amis à distance, ils pourront le trouver en téléchargement gratuit, mais simplement, il faudra être un peu plus patient en septembre. Mais d'ici là, allez dans les kiosques pour acheter, bien évidemment, le magazine Juris Association. Lui aussi, son modèle économique, c'est de la vente. Mais clairement, je ne peux pas commencer sans me tourner vers deux acteurs pionniers, deux acteurs qui, à titre personnel et au titre de l'organisation, sont particulièrement engagés sur nos sujets et qui sont des fervents convaincus de la co-construction des politiques publiques. J'ai nommé d'abord Sylvain Wasserman, que nous avons beaucoup vu au réseau des catalyseurs, sur beaucoup de casquettes, en tant que, historiquement parlant, élu régional à l'Assemblée nationale, ancien directeur général du réseau Gaz de Strasbourg. On voit bien que cet engagement, finalement, l'a poussé à dire, à l'occasion du grand défi écologique des 3 et 6 avril dernier, la transition sera territoriale ou ne sera pas. Et je vous invite à lire plus avant, finalement, son explication, parce qu'elle nous donne quelque chose à voir de ce que nous disons depuis ce matin. Aujourd'hui, il n'est plus question de décliner au niveau local des décisions nationales suivant une logique top-down, mais de faire en sorte que les objectifs fixés par l'État rencontrent les réalités concrètes des citoyens, des élus, des entreprises et des associations sur le terrain. Cela limite les blocages et favorise la mobilisation de la même façon, parce que chaque contexte est différent, les projets ne peuvent pas être calqués les uns sur les autres. Que Sylvain Wasserman aurait pu être bien avant l'été dernier président, directeur général de l'ADEME, cela sans doute eût changé quelques faces de ce que nous sommes en train de vivre, mais réjouissons-nous, parce qu'il est président directeur général de l'ADEME aujourd'hui. Et avec Sylvain, ce que l'on sait, c'est que ce ne sont pas des mots, mais des actes. Et je rappelle qu'il a commencé sa mandature après avoir été, sur conseil du président de la République, nommé par l'Assemblée nationale. Il a commencé par un tour de tous les territoires pour rencontrer les acteurs territoriaux,
c'est du sérieux, c'est de l'action, réjouissons-nous. De la même façon, Pascal Berthaud, à l'occasion du 2e anniversaire d'Expertise Territoire, la plateforme en marque blanche qui a été lancée par le CEREMA, dont il est directeur général, et a organisé le 20 mars dernier un webinaire où Pascal nous disait « Il existe une force de frappe, mais elle est très éclatée sur les territoires ». En cela, il rejoint bien évidemment ce que nous rappelait Claude Alfondéry. Et il précise, le travail de fond se fait sur le terrain, sur nos thématiques. La caractéristique, c'est que les expertises sont isolées. Notre objectif avec Expertise Territoire, c'est de leur permettre de partager les savoir-faire. Notre rôle, c'est de faciliter la vie de ceux qui agissent localement. Et tout comme Sylvain, Pascal ne fait pas que le dire, il le fait. Et la preuve en acte, c'est bien évidemment le travail remarquable que nous avons fait avec l'équipe du CEREMA sur le programme chef de projet innovation territoriale dont Pierre-François nous rappellera les lignes directrices. Donc cette co-construction des politiques publiques qui s'inscrit complètement dans l'étude d'impact 2018-2022 du Faire Alliance en France, finalement, va trouver dans une temporalité qui est la sienne, la capacité à rejoindre cette innovation territoriale. Et cette innovation territoriale, elle n'a de sens que si elle est en lien avec un projet de territoire, Madame la Présidente, tel que l'ANPP Territoire de Projet le définit. Et c'est là où ça devient intéressant parce que, finalement, votre association d'élus et des gens des territoires ruraux a développé depuis 2021 une pédagogie sur les conditions de réussite de cette transition pour ceux qui n'ont pas encore lu les 3 vade-mecum sur le projet de territoire en 2021, sur l'ingénierie locale qui ne doit pas se confondre avec celle de la gestion ou de l'expertise en 2022 et plus encore, bien évidemment, sur les coopérations territoriales lors du congrès des maires de 2023. Vous avez sans doute la sagesse de remettre au cœur du sujet l'intérêt général, c'est-à-dire finalement le projet de territoire qui incarne l'intérêt général à portée de main. Alors, Madame la Présidente, dans les transitions de plus en plus difficiles à appréhender, en quoi ce projet de territoire dont vos territoires ruraux rengorgent, et j'allais dire, ont construit depuis souvent bien d'années, permet-il d'assurer la cohérence des actions et à favoriser une cohésion des acteurs qui, si ils avaient été écoutés, auraient peut-être évité bien des soucis. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je vous remercie de cette invitation pour pouvoir partager avec vous, en effet, nos priorités, en tout cas à la NPP. Donc, le projet de territoire. En fait, la NPP regroupe aujourd'hui 268 projets de territoire, globalement. Ce sont des pays et des PETR dans notre territoire national qui regroupent des élus qui mutualisent, en fait, des services communs au service de l'habitant. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous avons ce qu'on appelle un conseil de développement, c'est-à-dire une représentation de nos habitants pour prendre les décisions du projet de territoire. Alors, qu'est-ce que c'est un projet de territoire ? Moi, je vous dirais, je vais vous parler très clairement. On vit une période un peu compliquée là en ce moment. On peut en tirer en tout cas quelque chose d'important, c'est que nous n'avons sans doute pas assez écouté les personnes qui vivent sur les territoires. Et que quand on définit un projet de territoire, ce projet de territoire ne doit pas être défini par les élus, mais par l'ensemble des habitants du territoire et l'ensemble des acteurs. Qu'il soit économique, social, associatif, etc. Et c'est vrai qu'un projet de territoire, c'est aussi un projet qui ne doit pas être calqué à une durée de mandat. Voilà, puisque d'abord c'est beaucoup trop court, et puis ensuite ça n'intéresse du coup que les élus qui ont le mandat, finalement. Donc un projet de territoire, par définition, ça doit être un projet de territoire qui se projette sur 10-20 ans et qui réfléchit à l'avenir de notre territoire, à l'avenir
de nos activités sur le territoire, que ce soit en développement durable, en activité économique, etc. Et ça ne peut se faire que si nous avons de la concertation sur le territoire, c'est-à-dire qu'on écoute en tout cas tous les acteurs. Donc nous, avec la NPP, on est là pour conseiller en tout cas l'ensemble de nos structures. On a un VDMECOM, vous l'avez dit évidemment. On met en place aussi beaucoup de webinaires. On travaille beaucoup avec les élus, mais aussi avec les techniciens de nos territoires. Et puis, nous avons mis en place aussi les fresques de l'engagement local. Il faut être clair aujourd'hui, je pense que c'est important de le dire, c'est que nous ne pouvons plus attendre que la population vienne vers nous. Là, je parle l'élu. Aujourd'hui, c'est à nous d'aller vers eux. Et il ne faut pas non plus, quand on va vers eux, imposer notre vision, mais plutôt entendre leur vision, puisque, par définition, un élu est au service des personnes qui ont voté pour elle. Donc ça, je pense que c'est important. Et donc, dans le projet de territoire, il est important de pouvoir définir les spécificités de chaque territoire, les spécificités de chaque habitant. Et ce projet de territoire, pour moi, il doit aussi vivre avec le territoire. Puisque finalement, aujourd'hui, on voit bien dans nos territoires ruraux que la population, elle change, elle est différente. Elle vote différemment aussi, en ce moment. Et donc, il faut quand même qu'on arrive à comprendre pourquoi et quels sont leurs attendus. Et puis enfin, pour pouvoir mettre en place les projets de territoire, on a besoin d'ingénierie de projets. Et ça, c'est vrai que la NPP, nous soutenons le 1% d'ingénierie territoriale, c'est-à-dire comment aujourd'hui les structures peuvent financer cette ingénierie. On n'a en général pas de problème pour trouver de l'argent pour investir, c'est-à-dire de l'argent dans l'investissement, mais la difficulté majeure aujourd'hui, c'est le fonctionnement de nos structures, comment on finance les salaires, comment on finance le fonctionnement. Et là, c'est vrai qu'on a besoin d'aide, et je pense, et j'en suis persuadée, que pour le développement futur, en tout cas politique et de gestion de notre territoire national, il faut absolument écouter les territoires et leur donner les moyens de développer leurs projets de territoire spécifiques à leur territoire, mais qui de toute manière recouperont aussi des intérêts nationaux. Donc il faut aujourd'hui, je pense, soutenir, et nous, la NPP, en tout cas, on y croit, on se bat pour ça, et on communique beaucoup. Et je pense qu'on est au cœur du sujet en se disant qu'il faut écouter, coopérer, il faut aussi être solidaire malgré les idées différentes et essayer d'y répondre. Merci Madame la Présidente, et j'étais très sensible à ce que vos derniers états généraux en février dernier à La Rochelle aient pour thème la résilience et le bonheur local. Parce que je pense qu'effectivement, plus que jamais, on a besoin finalement de réaffirmer la capacité à créer du bonheur en commun, et c'est bien ce qu'incarnent ces projets de territoire qui finalement doivent articuler trois légitimités. Celle de l'acteur public qui est garant du cap et du cadre commun, qui met en œuvre cette politique locale, mais aussi, bien sûr, et vous l'avez rappelé, celle de la société civile qui mobilise l'engagement, l'envie d'agir au service de l'intérêt général, et puis celle des acteurs économiques dans leur diversité, qui créent les produits et services pour répondre aux besoins détectés et prioritairement aux plus fragiles. C'est cette mobilisation collective que contribuent à faire les animateurs territoriaux qui sont de véritables auxiliaires des acteurs publics locaux. Encore faut-il finalement que les collectivités territoriales en aient envie, en aient la capacité et en aient la compétence pour activer ce levier stratégique d'un projet de territoire dont vous avez rappelé qu'il n'est pas si simple, notamment dans les petits et moyens territoires qui sont faiblement dotés en ingénierie locale, puisque dans notre grande intelligence nationale, plus le territoire est grand, moins il est doté en ingénierie. Je ne sais pas où nous avons inventé ça, mais sans doute pas dans le bon sens territorial. Alors, Pierre-François Bernard, vous êtes fondateur du cabinet Chiarretera, je vous le disais, situé dans la commune Les Premiers Sapins, Bourgogne-Franche-Comté, je le disais aussi, et c'est important, puisque vous êtes
un entrepreneur social connu et bien connu en Bourgogne-Franche-Comté, notamment avec le cluster Jura. Vous avez eu de très nombreux mandats locaux, vous êtes élu local, mais vous êtes aussi accompagnateur de ces transformations. Et c'est comme cela que vous avez accompagné le programme Chef de projet Innovation territoriale, dont je rappelle, il a été lancé en 2019 par la Fondation des territoires, dans l'objectif de valoriser la capacité de nos petits et moyens territoires à avoir des innovations que nous ne savions voir. Et ce projet met en évidence le rôle, finalement, au sein même des collectivités territoriales, de ces médiateurs, ces chefs de projet innovation territoriale qui n'existent dans aucun vocabulaire, comme les catalyseurs n'existaient pas il y a 10 ans, mais qui s'appuient sur des pratiques transverses et de coopération pour finalement aider à ce lien entre la collectivité et son territoire, dont Madame la Présidente, vous nous rappeliez qu'il n'est pas si évident que cela à établir. Vous venez d'achever un travail de 18 mois à l'écoute de 12 territoires pilotes, et peut-être qu'il est intéressant de savoir que dans ces 12 territoires pilotes, 8 étaient avec des vrais chefs de projet innovation territoriale, c'est-à-dire au sein même des collectivités territoriales, et un tiers étaient des catalyseurs, justement auxiliaires de ces dynamiques locales. Alors, quels sont les enseignements à l'issue de ce travail que vous pouvez nous partager? Bonjour à tous. Juste en introduction, mais rapidement, partager la jubilation d'être là, puisque j'étais aussi là il y a 10 ans. Voilà, là même que ceux qui ont témoigné tout à l'heure. Attristé par le fait que depuis j'ai pris des mandats électifs, et je vous avoue que je suis sous le coup de mes 2 séances de dépouillement que j'ai faites depuis 15 jours. Voilà. Je vous disais, il faut écouter, on essaye. Et la réalité du premier kilomètre ne rejoint pas l'imaginaire des gens aujourd'hui. Et voilà. Et je suis désemparé. Voilà, comme beaucoup de maires ruraux. Voilà. Et puis je salue, je le dis juste comme ça, Lucie qui représente le cluster aujourd'hui et qui est aussi présente ici. Du coup, le travail qu'on a fait avec Charles-Benoît Elodie et sur les CPIT, les chefs de projet d'innovation territoriale, reposait sur les travaux du Rameau, qui mettent en avant ces trois ingénieries. L'ingénierie publique, qui est celle de l'après-guerre, des infrastructures un peu régaliennes, et qui existe à travers les collectivités. L'ingénierie qui est apparue ensuite des projets, qui est plutôt transverse, et puis l'ingénierie de catalyse, dont on parle aujourd'hui, qui est apparue dans les années 2008, et qui est la représentation ou la capacité à associer les acteurs du monde civil. Et en fait, on a observé notamment les acteurs des PVD, enfin les chefs de projet PVD, en se demandant si ces chefs de projet PVD, Petites Villes de demain, pouvaient être des chefs de projet d'innovation territoriale, c'est-à-dire en capacité d'amener un projet de territoire qui, comme la personne qui était juste avant moi disait, n'est pas le projet des élus, mais est un projet qui assure la cohésion des acteurs et la cohérence des actions. Voilà. Et est-ce que les chefs de projet PVD ou des acteurs tiers, qui peuvent être des tiers-lieux ou des PTCE, pouvaient aussi jouer ce rôle-là? Force est de constater que deux constats. Le premier, c'est qu'à l'observation et à l'écoute de ces 12 témoins, nous avons vu que à la fois les acteurs externes des collectivités, mais qui avaient une certaine représentativité, ou en tout cas une certaine représentation pour faire bouger le territoire, et les acteurs des collectivités nous ont emmenés sur un double mouvement. Voilà, ce petit schéma en haut à droite, qui ressemble à un cadrage débordement de rugby, et qui pour moi est très symptomatique de se dire comment on innove sur un territoire, qu'on a un mur, on essaie de le déborder puisqu'il faut inventer des nouveaux chemins. Et en fait, ces chefs de projet PVD nous ont dit, on est isolé et on est allé chercher du monde. On a fait un pas de côté pour aller chercher de la transversalité, pour aller chercher de l'alignement. Et deux, on a essayé d'aller chercher des acteurs avec qui, donc des acteurs des collectivités qui disaient ça,
des acteurs avec qui on allait se projeter. Donc un pas de côté et un pas en avant, puisque pour faire bouger les choses, on avait besoin de contourner ce mur. Donc ce double mouvement m'a amené ou nous a amené à dire qu'ils étaient pour moi dans une logique d'innovation, se projeter et la transversalité et puis le pas en avant, et qu'en fait ils voulaient sortir aussi de leur zone de confort qui était leur zone d'ingénierie publique dans laquelle ils étaient et dans laquelle on les cantonnait. Et les acteurs de PTCE ou de tiers-lieux nous ont dit la même chose en disant qu'ils allaient essayer d'aller chercher les collectivités, ou en tout cas sortir de leur zone de confort pour pouvoir faire bouger le territoire et l'emmener sur un projet de territoire. Ça, c'était le premier constat, ce double mouvement. Le deuxième constat, c'est que ça ne marche pas. Voilà. Ça n'a pas marché parce que, les chefs de projet PVD étaient souvent très jeunes, ils manquaient de compétences. Il y a eu beaucoup de recrutements, je ne sais plus combien de PVD il y a eu en même temps, 1000. Voilà, donc il a fallu recruter 1000 personnes sur la France et donc du coup plein de jeunes. Et 2, c'est qu'ils n'avaient pas la légitimité. Ils n'avaient pas la légitimité de leur DGS, de leur président, ou pour des tiers-lieux ou des PTCE, ils n'avaient pas la légitimité de leur collectivité auxquelles ils étaient affairés. Et donc du coup se pose la question de si tout le monde, si chacun nous emmenait vers ce centre des 3 ingénieries pour nous dire, enfin ce double mouvement qu'il fallait sortir de sa zone de confort, on pouvait se dire que pour innover sur un territoire, il fallait sans doute réunir ces trois ingénieries. C'était un constat. Est-ce qu'il faut faire comme les 60 dernières années sur le territoire national et attendre un homme ou une femme providentielle qui peut aller au milieu? On n'y croit plus. Qui puisse incarner ces 3 ingénieries. Est-ce qu'il faut que l'un prenne le rôle, la collectivité qui se croit représentative du territoire, puisqu'elle croit que la démocratie représentative est l'alpha et l'oméga. Alors elle a l'avantage d'être à la fois le garant du temps long et de l'ancrage. Je ne le crois pas. Est-ce que c'est le catalyseur qui a en effet représentant de la société civile et des boucles locales d'innovation, mais il manque de légitimité? Est-ce que c'est l'ingénierie projet qui a l'efficacité de l'action, mais qui ne sait pas innover, puisqu'il est dans le faire? Donc ce n'est pas l'homme providentiel, c'est aucun des 3. Donc du coup, la place qui reste, il faut la prendre. Et je vais reprendre une banalité. Ma vision à moi, mais je la mets en confrontation, c'est que cette capacité à innover sur les territoires, il faut que ce n'est pas la place d'un acteur, c'est la place qu'on va laisser à ces acteurs pour qu'ils puissent agir ensemble. Voilà. Il y a un anglicisme que j'aime bien et que j'ai entendu depuis 5 jours, c'est the place making. Les Anglais ont la capacité, dans des mots très condensés, à donner des intuitions qui sont bonnes. The place making, la fabrique des territoires. Voilà, the place. En français et en anglais, je trouve que la chose est intéressante. Ça sera une de mes premières enseignements. Et le deuxième, c'est qu'en tant qu'élu, j'ai été interviewé l'autre jour et en fait il me disait, mais il n'a pas compris le monsieur, je disais qu'on était en train de créer un écosystème, il m'a dit, mais c'est quoi un écosystème? Et donc j'ai envie de dire aux collectivités, mais lâchez vos chargés de mission et passons d'un écosystème, et je me mets dedans, à un écosystème. Voilà. Merci infiniment pour ce témoignage et plus encore pour ce compagnonnage qui était particulièrement inspirant. Un autre compagnonnage... C'est pas facile de travailler tous les jours avec Charles Benoît. Hein. Je crois que tous ceux qui me connaissent bien le savent, mais il est toujours bon de rappeler les évidences. Un autre compagnonnage inspirant, c'est celui avec la chaire Interaction d'AgroParisTech qui a suivi ce programme, Cécile Cotte, Cécile Perrier et Laurent Lély, afin d'analyser finalement les compétences, les spécificités des compétences mobilisées. Alors déjà, comme il n'est pas facile de travailler avec nous on parlait de compétences, on dit ah non, compétences, on ne peut pas parler de ça. En revanche, on peut parler de situation professionnelle et c'est un compagnonnage qui a permis d'arriver à 8 situations professionnelles qui, j'allais dire, s'articulaient bien avec les 3 leviers d'activation de l'intérêt général. Hein. Oui, certes, gérer l'intérêt général, mais aussi agir ensemble, on vient d'en parler, et enfin, savoir donner une vision et une impulsion.
Et pour ceux qui suivent attentivement les travaux du réseau des catalyseurs territoriaux, vous savez que, la Fondation des territoires, Jean-Paul Delevoye, a remis à la ministre de la Ruralité le 5 octobre dernier, lors des rencontres du développement durable, une note sur l'urgence de reconnaître ses compétences. Et deux, vous savez qu'en avril dernier, le réseau des catalyseurs territoriaux l'a transformé en une petite grille d'analyse autour de 28 pratiques qui ont été détectées pour pouvoir finalement illustrer ces 8 situations professionnelles. Et pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir s'inscrire cet après-midi à l'atelier correspondant, ils en parleront un peu plus avec Élodie. Mais pour cela, il faut revenir aux fondamentaux de l'acteur académique, parce que tant que ce n'est pas reconnu académiquement parlant, la réalité n'existe pas. C'est un peu comme le droit. Si ça n'est pas inscrit dans les lettres du savoir, alors on a beau avoir découvert la pénicilline, elle ne vaut rien. Et donc, Anne-Valérie Crespo, de votre engagement personnel long, varié, et pour ceux qui vous connaissent, extrêmement profond, vous avez fait le pari fou, il y a 7 ans, d'engager une thèse. Alors, je ne sais pas si vous saviez que vous allez prendre 7 ans à la thèse. Je ne savais pas du tout que j'allais la finir déjà. Voilà. Donc, Et vraiment, encore une fois, ce dialogue en co-responsabilité, qui était un concept théorique, dont vous avez su en donner des applications pratiques pour comprendre comment, dans l'hétérodoxie académique, on pouvait glisser quelque chose qui faisait rendre audible pour l'orthodoxie académique. Et ça, les membres du jury, dont vous aviez habilement choisi que 2 soient RSE, 2 soient RH, 2 soient plutôt orthodoxes, 2 plutôt hétérodoxes, et puis vous avez choisi un truc bizarre entre 4. Parlez-nous de cette thèse. Parlez-nous de ce que vous avez découvert, qui finalement est sans doute la pénicilline enfin reconnue. pas de pression du tout. Pour parler de la thèse, je dois dire un mot des 3 casquettes, parce qu'on a parlé des différents mondes dans lesquels on vit chacun. Mais 3 mondes principaux, outre que je suis une maman, c'est quand même principal dans la vie aussi, mais c'est le fait, d'être délégué régional, effectivement, à l'engagement sociétal, ça veut dire RH, le lien social et environnemental, interne et externe. C'est 15 000 personnes sur la région, pour vous donner un ordre d'idée, donc on n'y est pas. 2, depuis 2002, l'élection présidentielle, de m'être engagée dans le monde associatif, militante associative, engagée sur la lutte contre les discriminations. Je connais bien le monde de l'ESS depuis longtemps. Et beaucoup plus récemment, un auto-cadeau pour mes 45 ans, effectivement, de faire une passerelle avec le monde académique. Parce que dans le monde académique, il y a beaucoup d'écrits sur la RSE, au sens des atouts qu'a une politique, une stratégie RSE pour l'organisation, pour son image, pour le fait de vendre plus, de créer davantage, voire de faire de l'innovation sociale dans le sens des besoins de la société. Une entreprise comme La Poste qui existe depuis Louis XI, c'est pas en étant déconnecté des besoins de la société qu'on peut perdurer, mais on est tous, postiers-postières, très fiers aussi d'avoir des missions d'intérêt général qui nous ancrent sur la proximité et sur les territoires partout en France, aujourd'hui comme entreprise de mission. En fait, cette question de la RSE dans le monde académique, elle est entendue comme comment on fait une bonne politique RSE pour l'organisation qui est utile à notre organisation, et par là même, elle est utile aux citoyens, aux collaborateurs, etc. Pas de souci, économique, social, etc. En revanche, dès qu'on s'interroge sur la mise en œuvre concrète de la RSE, y compris au sein de l'organisation, les auteurs académiques commencent à positionner des choses autour, d'un côté, du rôle pivot des managers et des collaborateurs, parce que sans eux, forcément, on ne fait rien. À La Poste, on est 250 000, donc vous imaginez bien qu'il y a un peu de courroie intermédiaire et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et de l'autre côté, de s'étonner qu'en fait, c'est dingue, on a monté une super politique stratégie RSE et on ne comprend pas pourquoi les collaborateurs n'arrivent pas à se l'approprier. Ça ne ruisselle pas, on ne comprend pas. Voilà, en fait, moi, le point d'étonnement de ma thèse, ça a été ça au début.
Et en fait, ce que montrent les académiques, c'est certes, il faut qu'il y ait un alignement qu'ils appellent vertical entre les valeurs de l'entreprise et ce que les collaborateurs, les managers ressentent dans leur périmètre de travail pour pouvoir l'incarner. Et à l'inverse, il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle du bottom-up, c'est-à-dire de la remontée, de la force de proposition, des fois un petit peu en dehors des cadres tels qu'ils sont prévus par l'entreprise, pour enrichir le projet de cette communauté d'individus que sont toutes les organisations, et au sein des organisations aussi les entreprises, les petites, les moyennes, et y compris les très grandes comme la Poste. Et donc, moi j'ai proposé dans ma thèse de faire un pas de côté. Je n'ai pas fait de thèse sur l'organisation de la Poste en tant que telle. J'ai fait une thèse sur mes activités de militante associative et des divers réseaux, des divers collectifs qui s'intéressaient à l'intérêt général, qui s'intéressaient au territoire pour essayer de voir si tous ces collectifs qui sont très peu étudiés dans le monde académique pouvaient avoir un intérêt pour les gens qui vont dans ces collectifs et qui y passent du temps bien au-delà de leurs heures professionnelles. C'est un engagement profond, souvent long dans le temps. Et qu'est-ce que, à partir de ce qu'ils apprennent, de ce qu'ils expérimentent dans l'action, ils peuvent ramener dans leur organisation, que ce soit une entreprise ou autre, pour d'abord eux-mêmes être transformés et transformer leurs pratiques professionnelles au quotidien, parce que quand on est manager, on fixe les objectifs de son équipe, on évalue le travail des membres de son équipe, donc on transforme et on peut transformer son propre périmètre, et aussi on peut influencer, discuter, faire évoluer le périmètre professionnel dans lequel on est chef d'équipe ou chef de projet. Et soyons fous, on peut aussi être force de proposition pour l'entreprise au sens global, pour faire avancer un projet qui soit un projet de communauté d'humains. Et donc en fait, j'ai travaillé à partir d'un dialogue de co-construction qui concerne les organisations, c'est ce niveau-là, et j'ai essayé de creuser davantage sur ce que j'ai appelé un dialogue de co-responsabilité qui engage les individus. Et mon travail de thèse vise à montrer qu'elles peuvent être dans ces contextes de collectifs interorganisationnels dans lesquels on trouve des institutions, parfois des académiques, mais c'est assez rare, c'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de recherche, des entreprises, etc., des acteurs, des citoyens aussi. Donc dans ces collectifs, qu'est-ce que les individus peuvent apprendre qui les transforme à titre individuel et qui peut ensuite être amplifié à titre collectif en retour dans leur organisation. Et mon travail montre, donc dans ce dialogue de co-responsabilité, ce que deux auteurs qui s'appellent Thomas et Zianecki, je ne citerai aucun autre auteur, mais tout ça est très étayé, puisqu'il y a eu effectivement un prix de thèse académique qui a été assez valorisant. Ces auteurs montrent que l'engagement, c'est 3 phases. On part d'une envie de faire, mais pour passer de l'envie de faire, dans le cas d'une transition complexe, à l'action concrète, il y a une posture intermédiaire. C'est cette posture que j'appelle le dialogue de co-responsabilité. Cette posture intermédiaire, c'est une projection dans l'action. Et cette projection dans l'action, elle est fondée, pour faire extrêmement caricatural, mais je suis à votre disposition pour en parler, mes travaux évidemment sont en open source. Donc cette posture, elle consiste à ce que l'individu se réinterroge sur le sens de son activité travail, pas la tâche, pas le rôle qu'il a dans son entreprise, mais le lien entre les différents mondes qu'il est en tant que citoyen dans sa vie privée, sociale, que sais-je, qu'il est en tant que militant associatif, qu'il est en tant que papa ou maman qui va chercher ses enfants sur le bassin de vie dans lequel il vit justement tous les jours, et qu'il est en tant que professionnel. C'est comment ce sens d'un travail au sens qui dépasse les frontières de son organisation et juste de son rôle en entreprise peut lui redonner un sens dans un ancrage territorial précis, avec un engagement dans une responsabilité, la sienne, sociale, sociétale, environnementale, mais qui l'incarne, responsabilité sur son périmètre, et dans un territoire et un temps donné, de manière très concrète. Et c'est par le passage à l'action avec ses pairs sur ce pas de côté que sont ces collectifs qu'il engage cette transformation individuelle qu'ensuite il est capable de porter parce qu'il s'accorde davantage de légitimité, de crédibilité
dans des espaces beaucoup plus larges pour être force de proposition, force d'action et force, j'allais dire au sens de Platon, un peu police, la vie de la cité, mais ici et maintenant, dans son organisation et dans son bassin de vie. Donc mes travaux de thèse ont consisté à mettre en musique académique dans des circonstances compliquées parce qu'il y a des écoles académiques très très différentes et sans doute que la valeur de la thèse est qu'elle a pu embarquer la solidité académique de ces différentes écoles. Donc moi j'étais quand même très en attente du jury de thèse parce qu'ils auraient pu se battre entre eux, hein, juste pour être très clair. Le résultat n'a pas été celui-là. Je comprends pourquoi j'en faisais partie. Ouais. Mais c'est une thèse qui, semble-t-il, est un peu rare parce que c'est rare que soient mis en avant les travaux de praticiens. Ça fait quand même 30 ans que j'exerce en entreprise et en associatif. Et là, les critères de la mise en avant de la thèse, dont chacun peut s'approprier les contenus, essayer de voir comment on peut la mettre en œuvre et tout, c'est ça mon seul objectif à faire une thèse à 50 ans, hein, ça n'en est pas un autre. C'est mon auto-cadeau de mes 50 ans, chacun le sien, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment comment derrière on peut le mettre en pratique et c'est fondé sur le plan scientifique, quelles que soient les écoles dont on parle. Donc vraiment, c'est à disposition. C'est ça que je veux dire. C'est ça l'objet. Mesdames les coprésidentes, Madame la secrétaire générale, je pense que vous avez là encore un très beau cadeau d'anniversaire pour les 10 ans du réseau. Transformer finalement l'action en savoir, c'est aussi transformer ce savoir en données. Et vous savez que l'étude d'impact 2018-2022 de l'Observatoire des partenariats réalisé avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts avait ce pari fou de pouvoir qualifier, mesurer et illustrer les impacts de se faire alliance en France. Et nous nous sommes aperçus, ce que nous savions depuis 2008, puisque nous suivons ces données depuis 2008, que finalement, les dynamiques territoriales étaient beaucoup plus en avance que nous ne le conscientisions. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que nous interrogions le citoyen, l'élu local, le dirigeant d'entreprise, le dirigeant associatif, les acteurs académiques, les syndicats, l'ensemble des constituantes de cette étude d'impact. Finalement, ils voient ce qu'ils font, ils croient dans la nécessité de faire ensemble, mais ils ne voient pas déjà leur territoire dans l'action. Et on peut s'étonner de cette, finalement, capacité à faire sans voir que les autres sont aussi dans cette dynamique. Sauf que Claude Alfonderi et Pascal Berthaud nous ont rappelé les clés de lecture. C'est que nous voulons voir où nous pensons grand, là où nous sommes plutôt petits. Lorsqu'on parle de territoire, on pense immédiatement à Paris et nos 22 métropoles, très bien. Mais on oublie les 34 800 communes, la moitié des collectivités territoriales de l'Europe, ce que nous envie l'ensemble de l'Europe. Quand on parle économie, on voit les grandes entreprises, et c'est très bien, les 500 grandes entreprises, mais on oublie tout le tissu socio-économique qui est derrière. Alors, pour pouvoir révéler finalement cette diversité des initiatives territoriales, a été lancée la Fondation des territoires en 2018, sous l'impulsion des ministres Jacques Mézard et Jacqueline Gouraud, sous notre proposition du rameau, après consultation du président de la République. Et elle a donné lieu en juin 2022 à justement l'émergence, après 5 ans de préfiguration, à cette fondation. Valérie Dumonté, vous en êtes vice-présidente. Et justement, cet espace de dialogue entre acteurs publics, acteurs économiques au niveau national, pour prendre conscience de cette valeur des territoires, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et peut-être pourquoi s'appuyer aujourd'hui et valoriser cette diversité des initiatives locales permet d'accélérer la réussite très concrète de notre cap et cadre commun que constitue l'agenda 2030 des objectifs de développement durable qui, si nous restons dans une démocratie, reste encore un cadre jusqu'à ce que l'ensemble des 193 nations décident qu'il en soit autrement. Oui. Oui.
J'entends. C'est à moi, c'est ça? J'entends. Ah ok, ok. J'entends pas très très bien. C'est. Je suis désolée. C'est un peu perturbant en fait d'intervenir sans avoir écouté les autres et sans voir la salle et sans être dans l'ambiance. Donc je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà, donc je suis désolée, mais j'espère que ça va se passer. Bon, très bien. Bon, toutes mes excuses de ne pas être en direct, en live avec vous. J'aurais nettement préféré. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle doucement. J'entends quelqu'un qui parle dans mon casque. C'est terrible. Excusez-moi. Ouais, j'aurais préféré être en direct avec vous. Ça, vraiment beaucoup plus que d'être comme ça dans ces conditions. Mais écoutez, on s'adapte à la situation et à la réalité électorale et politique de notre pays. Et finalement, je ne sais pas si ça a été dit à un moment donné par des intervenants, mais maintenir cette journée pour parler des territoires dans le contexte national que nous connaissons prend un sens bien particulier. Moi, je m'exprime au nom de la Fondation des territoires. Et la Fondation des territoires, c'est un espace qui a été mis en place, qui a été créé, un espace de dialogue, d'interconnaissance entre des représentants de la sphère publique et de la sphère privée. Et ce qui les rassemble, ces acteurs économiques, politiques, associatifs, c'est la conviction que le fait territorial est aujourd'hui une voie d'action, une voie d'engagement, une voie de transformation sociétale, démocratique, écologique, et qu'il est absolument nécessaire, sans doute encore plus aujourd'hui dans ce contexte, de continuer à croire et à mettre en avant l'intérêt d'agir à l'échelle territoriale. Quand on dit ça, c'est pas du tout un repli, au contraire. C'est acter qu'il y a des territoires qui existent, quels que soient ces territoires. J'aime bien parler de territoires d'envie. On est habitué à avoir des territoires qui sont structurés en intercommunalité, en pays, en parc naturel. Ce sont des périmètres qui sont formalisés administrativement. Mais il peut y avoir aussi des territoires qui ne sont pas forcément formalisés. Donc, parlons de territoires d'envie qui sont constitués et qui regroupent des acteurs qui ont envie d'agir à cette échelle-là. Ces territoires, ils se positionnent dans leur réalité, mais ce qui est très important, c'est qu'ils se positionnent aussi au regard du monde, au regard du contexte national, au regard du contexte européen, et qu'ils soient à la fois des acteurs des enjeux et des défis nationaux et internationaux, et qu'ils envisagent comment ils peuvent prendre leur part dans l'atteinte de ces défis, dans la résolution de ces défis. Et ce qui est intéressant de se positionner comme ça, c'est que, évidemment, par exemple, si on parle des objectifs de développement durable de l'ONU, les 17, ils sont de niveau international, ils sont fixés des défis communs. Et ce qui est intéressant, c'est quelles sont les solutions qu'on partage. Quelles sont les solutions qui ressortent des États et quelles sont les solutions qui ressortent des territoires. Si on réfléchit comme ça, alors chaque échelle d'action, que ce soit sur le pas de sa porte ou que ce soit au niveau international entre les pays, chacun peut dire voilà mon engagement, voilà mon pouvoir d'agir, voilà comment je prends ma part des défis communs et voilà comment mon territoire auquel j'appartiens peut se positionner pour résoudre les problématiques qui le concernent, mais aussi les résoudre au regard de défis communs qui le dépassent. C'est tout l'intérêt d'agir local, pensez-vous. Global, c'est une formule qu'on emploie et qu'on emploie beaucoup, mais l'intérêt de la Fondation des territoires et l'intérêt aussi d'un réseau comme le Rameau, c'est que agir local, penser global, ce n'est plus un concept, c'est un mode d'action.
Un mode d'action qui permet de capitaliser ce qui se fait dans les pratiques, parfois de façon empirique, et de les modéliser parce qu'on va les capitaliser à une échelle plus large, parce qu'on va amener des regards de scientifiques, d'intellectuels, de personnes qui peuvent formaliser du droit, et qu'on va en faire des éléments de modélisation d'action, mais aussi permettre la capitalisation dans un cadre évaluatif. Et ainsi, on peut mesurer l'impact d'une action à l'échelle très petite, comme agrégée à l'échelle nationale ou internationale, l'impact que ça peut avoir de façon globale. Cette action à l'échelle territoriale, ce fait territorial, j'ai eu la chance de pouvoir participer 4 ans de suite au Forum politique de haut niveau aux Nations Unies dans le cadre de l'évaluation régulièrement des revues projets régulières sur l'avancée des objectifs de développement durable. Et en 2018, le Réseau mondial des collectivités locales a pu, grâce au secrétaire général de l'ONU, organiser les rencontres des territoires en parallèle de la rencontre des États. Et j'ai vu progressivement au fil des années, 2018, 2019, 2020, 2021, etc., au fil des années, on a réussi à intéresser le niveau international au fait territorial. C'était une grande victoire. Il y a un moment, il y a un pas qui a été franchi. Parce qu'il y a eu cette prise de conscience, je pense, que il ne faut pas négliger ce qui se passe dans le micro, ce qui se passe dans la proximité. Parce que, évidemment, à l'échelle internationale, ça peut paraître une goutte d'eau dans un océan. Sauf qu'un océan est constitué d'une multitude de gouttes d'eau. C'est comme l'image du banc de sardines. Une sardine isolée, on la voit pas, elle est invisible et elle est vulnérable. Mais un banc de sardines, ça devient quelque chose de macro et quelque chose de visible et quelque chose qui a une force parce qu'il y a du collectif qui renforce ça. Je dirais que les territoires, c'est comme un banc de sardines. Donc, l'action que nous menons au sein de la Fondation des territoires et avec le réseau Le Rameau, ça permet ça. Et puis, ça permet aussi d'accompagner les territoires sur quelle gouvernance on peut mettre en place, comment on réinvente les gouvernances, comment on se redonne du sens à tous ceux qui agissent et qui habitent sur des territoires pour justement arrêter de réfléchir en confrontation, arrêter de réfléchir en pouvoir de domination, j'ai raison et les autres ont tort, arrêter de réfléchir en différence et en disant ce modèle-là, il est supérieur à celui-ci, de quel droit on peut imposer aux autres des modèles absolus. Non, les territoires, c'est cette force-là, c'est de dire on rassemble des personnes qui sont d'horizons différents, qui ont des intérêts différents, mais qui à un moment donné se disent notre intérêt collectif, l'intérêt de la population, l'intérêt de se regrouper et d'affronter ensemble les défis du travail, de la paupérisation, du maintien des entreprises sur un territoire, du maintien des associations sur un territoire, alors il faut agir ensemble, en interconnexion, en interdépendance, parce que c'est ça qui donne la force ensuite aux démarches de développement. Bien sûr, sans être isolé, c'est pour ça que les réseaux sont importants pour capitaliser et donner la force aussi aux territoires et échanger les pratiques et les capitaliser. Et ensuite, progressivement, formaliser aussi des gouvernances qui répondent beaucoup plus à des objectifs de vivre ensemble en paix et en reconnaissance plutôt que d'agir en opposition, en guerre et en mur qu'on érige. Je pense que le moment aujourd'hui, politique en France, commande que l'on continue d'agir à fond pour ce fait territorial et pour dire, nous sur les territoires, on a cette intelligence de réfléchir différemment. Regardez-nous, ayez de la considération pour qui on est. Et la Fondation des territoires, ça donnera aussi cette force de lobbying pour continuer à faire exister et continuer à porter ce message encore plus aujourd'hui dans le contexte. J'entends plus rien en fait. Merci. C'était que des applaudissements, ma chère Valérie. Donc je laissais les applaudissements s'étendre à la hauteur de la portée du message, parce qu'effectivement, ce n'est pas un concept, c'est bien un mode d'agir, c'est bien un mode d'action au cœur des territoires. Et nous ne pouvons bien évidemment pas parler des territoires
sans passer du micro-local à l'international, puisque c'est exactement ce à quoi nous invite finalement ce cadre universel des objectifs de développement durable qui ne prennent sens que s'ils ont une mise en œuvre agile au cœur de la diversité de nos territoires. Alors Frédéric Roussel, je le disais, vous êtes cofondateur et directeur général délégué au développement d'Acted, la plus grande association de solidarité internationale en France, la 3e en Europe, dans le top 10 au niveau mondial. Vous agissez à la fois sur l'urgence et le développement pour répondre aux défis humanitaires des populations dans les situations de crise les plus difficiles, puis pour progressivement reconstruire un avenir en commun dans des pays qui ont été dévastés. Vous intervenez donc au premier kilomètre de l'action humanitaire et c'est fort de cette expérience que vous avez créé Convergence il y a 17 ans pour faciliter les rencontres et les débats entre mondes qui ne se parlaient pas encore. Et en 2012, c'est ensemble que nous avons lancé un appel à la co-construction du bien commun 3 ans avant que l'agenda 2030 ne soit signé. C'est de ce multiple regard international, puisque aujourd'hui vous êtes dans 43 pays, de la diversité des expérimentations que vous menez, puisque d'un pays à l'autre, la réalité n'étant pas la même, la solution que vous mettez en œuvre avec les acteurs locaux n'est pas la même. Comment situez-vous la France dans cette dynamique mondiale de territorialisation des transitions ? Bien, d'abord, merci de m'accueillir. Je suis un peu un ovni dans tout ce qui vient d'être discuté, mais puisque je travaille au niveau international, mais je dois dire que c'était un travail intéressant de maïeutique, parce qu'en fait, au fond, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit chacun, et j'ai l'impression que je le savais déjà. Mais c'est ça la maïeutique, c'est d'avoir la générosité de faire croire à quelqu'un que, en fait, ce qu'on lui dit, il le savait déjà. Donc, de ce côté-là, c'est réussi. Même si un pas de côté, un pas devant, c'est plus le tango que le rugby, en fait. Et au passage, c'est bien, parce qu'au tango, on est à deux. Au rugby, s'il y a un côté un peu... Donc, tango, rugby, je remets le capuchon. Voilà. Donc, j'ai aussi bien aimé l'idée d'unité de temps. Ça nous ramène au théâtre classique français, mais il faut revenir au classique souvent. Et effectivement, il y a cette affaire dans tous ces questions d'unité de lieu, de temps et d'action. Tout ça ensemble, et ça fait, si on y arrive bien, une bonne pièce de théâtre. Ça nous ramène aussi au nom d'Acted, puisqu'Acted, dans un monde anglo-saxon, j'ai pris ce nom, puisque ça signifie à la fois agir et jouer du théâtre. Et je trouvais qu'il y avait enfin bref. Donc je trouve que cette unité d'action, etc., me ramène aux origines de pourquoi j'ai créé cette organisation il y a 30 ans. Donc, en 2 mots, pour que vous compreniez d'où je vous parle et pourquoi je suis ici d'ailleurs. J'ai créé avec certains camarades et compagnons une toute petite ONG en Afghanistan il y a 30 ans, avec 2 idées simples. Premièrement, la discrétion. C'est pour ça d'ailleurs que j'espère que personne ne nous connaît dans la salle, puisque nous avons fait vœu de discrétion. Donc si quelqu'un me connaît, quand même, qu'il vienne m'expliquer par quel miracle il a entendu parler d'Acted, parce que vous n'êtes pas censé en avoir entendu parler. Nous apprécions peu la publicité. Deuxièmement, nous l'avons lancé avec 2 idées de base, qui étaient penser hors du cadre, et à l'époque, ça ne se disait pas trop, mais à l'époque, je l'avais. C'était penser local pour agir global. Alors maintenant, c'est devenu une tarte à la crème. À l'époque, ça l'était moins, puisqu'évidemment, la Banque mondiale et tout le monde disait il faut d'abord penser global, penser global, et ensuite on agira sur le terrain. Et à l'époque, j'ai dit non, c'est l'inverse. Il faut d'abord penser sur le terrain pour ensuite pouvoir avoir un impact global. Donc, je suis heureux de voir que là aussi, le maïeutique a fonctionné d'une façon télépathique entre moi et les autres. Donc voilà, ça c'est pour Acted. Donc on intervient, on aide 30 millions de personnes, 10 000 employés, 5 000 partenaires locaux, dans 45 pays que vous pouvez facilement imaginer, parce que c'est en général ceux que vous voyez à la télévision,
je pars à Gaza, enfin bref, c'est tout ce que vous voyez à la télévision. Dès que ça va mal, on est là. Et on agit au premier kilomètre. Alors là, je ferai vous dites le premier kilomètre des besoins. Moi, je dis le premier kilomètre des besoins, des capacités et des énergies et des savoirs. Je crois beaucoup au capital humain. La différence entre vous dans la salle et quelqu'un qui n'a pas eu de chance de naître au bon endroit et au bon moment, c'est à peu près la différence qu'ont deux graines de chêne, la première qui pousse dans le sol et la deuxième qui pousse dans un petit pot avec un jardinier japonais sadique qui va lui couper ses petites, etc., etc. Dans le premier cas, vous avez un chêne qui va faire 30 mètres de haut. Dans le deuxième cas, vous avez un petit chêne là qui a été tout coupé, tout tordu, etc., qui est peut-être mignon, mais enfin qui a... Voilà. Et c'est un peu ça la différence entre ceux qui ont eu la chance d'avoir un terreau et puis ceux qui ont été un peu contraints, je dirais. Et donc, pour nous, c'est pas seulement le besoin, c'est le potentiel et les savoirs. J'ai noté le mot territoire d'envie. Ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, je rajouterai ça dans notre chose. Donc, ça, c'est nos deux spécificités et ce à quoi nous sommes arrivés progressivement, etc. Là-dessus, il y a 17 ans, on s'est dit, bon, c'est très bien, on est des humanitaires, mais quand même, essayons d'étendre le débat. Et on s'est dit, on va lancer un forum de convergence à Paris. Quelqu'un est déjà allé à ce forum une fois dans sa vie ou personne? D'accord. Voilà, d'accord. Bon, je vous remercie. Et pour les autres, là, vraiment, cette année, vous devez venir parce que le thème, c'est intelligence territoriale, intelligence sociétale, intelligence artificielle. Donc, vous êtes très concernés par tout ça. Je vous invite à venir et même à parler pour certains d'entre vous qui le souhaiteraient, parce que ce que j'ai entendu est quand même très intéressant. Donc, il y a 17 ans, on a créé un forum, d'abord à Paris et maintenant dans de nombreux pays au sud, qui était de dire un truc bête, c'est que chacun dans son silo, on s'épuise, il faut absolument ouvrir au monde étatique, même si je suis toujours prudent quand j'entends le mot étatique. Dans les pays où on travaille, l'État est plutôt un problème enfin, en général d'ailleurs l'État, enfin bref. L'État s'occupe de nous, je dirais. On pourrait aussi s'occuper de lui de temps en temps. Mais bref, académique, universitaire, associatif, économique, dans l'idée de la convergence. On l'a dit avant moi, la convergence, ça élève. Et si on ne converge pas, le risque, c'est la divergence. Et la divergence, c'est l'affrontement. Et je suis bien placé pour savoir ce que ça signifie dans des pays fragiles, ce que c'est qu'une divergence. En général, ça termine très, très mal. Ce n'est pas le cas en France, on est quand même des gens civilisés, mais j'ai déjà vu au cours des 30 dernières années ce que ça signifiait qu'une divergence qui montait. Donc on s'est dit la convergence, pas la collusion, pas la confusion, la convergence. Vous êtes ce que vous êtes, on est ce qu'on est, vous pensez ce que vous pensez, on pense ce qu'on pense, mais on peut s'asseoir autour de la table pour discuter de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Je veux dire, en tout cas, sur quoi on est d'accord, on va surtout travailler sur quoi on est d'accord. Là, on n'est pas d'accord, on met ça de côté, on va reparler, on a le temps, etc. Et cette année, donc, donc, voilà où j'en suis. Donc, et le Forum Convergence, il était basé sur ce qui nous semblait une contradiction non avouée, mais profonde entre les objectifs du développement durable, donc faire que tout le monde mange à sa faim, pour résumer de façon durable, et les accords de Paris. Et le fait que nous allons avoir une partie de l'humanité qui, heureusement, va accéder au bonheur, qui passe par ne pas être mort de faim. Et ça va... et ça, c'est ce que la Chine a fait pour les ressources mondiales depuis 30 ans, c'est-à-dire sortir 500 millions de personnes de la pauvreté, ce qui est unique dans l'histoire de l'humanité, mais en bouffant la moitié des ressources de la planète, produisant 50% du ciment, consommant cette année 5000 tonnes de charbon, sachant que la France en a produit 1000 dans toute son histoire. Donc tous les trimestres, la Chine consomme plus de charbon que la France, qui était un pays charbonnier, pour ceux qui viennent du Nord,
on a produit dans toute son histoire, pour vous donner l'ampleur de ce qui se passe. L'Inde, ça va être pareil, et même pire. Et le jour où l'Afrique décollera, ça sera encore pire. Et ça n'a pas été pris en compte dans les objectifs du développement durable. Donc on ne s'est pas dit, attendez, qu'est-ce qui va se passer, ce qui est en train d'arriver, quand l'Inde va décoller? C'est très souhaitable. Vous savez que sur la milliard de personnes qui vivent en situation d'extrême pauvreté, il y en a 450 millions en Inde. C'est-à-dire la moitié des personnes qui vivent en situation d'extrême pauvreté, on parle d'1,5 $ par jour. Hein. Moi qui fume, ça signifie, en France en tout cas, 4 cigarettes. Donc voilà ce que ça représente en valeur sans parité de pouvoir d'achat. Voilà, en fumant 4 cigarettes, je consomme ce que consomme une famille d'1 milliard de personnes sur Terre. Ça vous donne l'ampleur du problème. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à l'idée qu'il fallait absolument conjuguer cette injonction contradictoire en portant un slogan qui s'appellerait le 3-0. Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Au lieu de se voiler les yeux et de dire non mais ok, l'Inde va décoller et va bouffer un nombre de ressources colossales. Et l'Inde, malheureusement, sa croissance, elle sera pourrie par le charbon, même s'ils construisent 20 centrales nucléaires, ce qu'ils font, etc. La réalité, comme ils ont beaucoup de charbon, c'est que ça sera le charbon. Et actuellement, l'enjeu pour le réchauffement climatique, soyons clairs, nous on voit ça par nos voitures. Non, attends, le pétrole et le gaz, c'est gentil. De toute façon, ça va disparaître. Le charbon, ça ne va pas disparaître. Et le charbon émet, en termes de rapport efficacité énergétique, émissions, 2,5 fois plus que le gaz et 2 fois plus que le... etc. Donc ça veut dire que nous avons un réel problème et qu'il faut l'affronter de face. Et dire ne pas mettre les problèmes sous la table. D'où l'idée de dire, bon, c'est très bien les ODD, c'est très bien les accords de Paris. Dans la réalité, c'est totalement contradictoire puisque on n'a pas accepté le fait que ce qui est arrivé en Chine va arriver en Inde et va arriver en Afrique très rapidement. Je l'espère pour eux d'ailleurs. Hein. C'est pas tout à fait très rapidement en Afrique, mais on souhaite tous que tout le monde accède à la classe moyenne. Et donc, on a lancé cette convergence en parlant avec Charles Benoît de co-construction du bien commun. Encore une fois, on n'invente rien. Le bien commun, Saint Thomas. Et donc, c'était de se dire, tiens, des gens avant nous ont réfléchi à ce que c'était que le bien commun. On ne l'a pas inventé en le sortant, etc. La co-construction aussi. Et donc, on s'est dit co-construction du bien commun. Voilà, il y a quelque chose qui est très ancien et qu'on doit mieux comprendre et auquel on doit travailler. Donc, c'est là d'où on vient et d'où je parle. Donc, je parle à la fois depuis Acted et depuis Convergence. Pourquoi nous avons décidé cette année de regarder un peu plus près ce qui se passe en France et en Europe? Parce qu'on s'est dit, au fond, puisque nous sommes une seule planète, nous, avec nos 10 000 employés, nos 5 000 partenaires locaux, nos 30 millions de bénéficiaires, nous avons acquis des savoir-faire, nous avons rencontré des savoir-faire, nous les avons catalysés, puisque nous avons été, disons, parallèles. J'explique à mes gens que nous sommes des catalyseurs d'innovation pour les territoires en grand danger. Okay, et donc, c'est pour ça que quand j'ai vu ce type de catalyseur, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Alors, bon, il semblerait que, si on veut être honnête, c'est vous qui avez fait ça les premiers. Mais ça correspond de toute façon à une convergence qui ne se connaît pas, une maïotique. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que cette affaire des catalyseurs, c'est important. C'est important d'avoir des lieux, des endroits, des moments où on peut bousculer les choses. Et donc, nous avons nous-mêmes commencé à travailler depuis quelques années dans le Sud sur des maisons du 3-0. Donc des lieux de catalyseurs dans les capitales qu'on a parlé des tiers-lieux en France. En se disant, ben, venez tous et on discute. Et ça marche très bien. Et du coup, on s'est dit, regardons un peu ce que font les tiers-lieux en France. On s'est dit, c'est marrant, c'est exactement la même chose. Certes, avec nos maisons du 3-0, on touche des populations très éduquées,
mais en disant, les gars, attention, vous êtes dans la capitale, tout est cool, allez voir ce qui se passe à 50 km d'ici, où ça va très très mal, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et du coup, on s'est dit, attends, territoire maison d'innovation, et du coup, reprenons ces affaires de territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime bien le terme pays. Ça n'a pas été... mais j'ai entendu 2 fois prononcer. Je trouve que c'est une chose qu'on néglige. Et d'ailleurs, au fond, pourquoi ça devient urgent maintenant? Je passerai sur les événements actuels qui sont choquants, mais de mon point de vue, sur le temps long, pas très important. Mais qu'est-ce que nous avons actuellement? Nous avons, je crois, l'épuisement d'un modèle très important pour la France, qui a été l'État centralisateur et le jacobinisme. Nous sommes maintenant dans une situation où nous avons un État qui a les plus forts niveaux de prélèvement obligatoire de l'OCDE, 53%, le plus fort niveau. Il n'y a pas plus d'impôts dans le monde développé qu'en France. Nous sommes dans un État qui est endetté à hauteur de 3 milliards, 110% du PIB, et donc qui, de fait, fait que ce pays risque, le jour où les marchés se retournent, une crise financière majeure. Et en même temps, malgré cet argent dépensé par l'État et emprunté par l'État, nous avons des territoires qui s'estiment oubliés, qui s'estiment délaissés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'État va passer à 70% de prélèvement obligatoire? Est-ce qu'il va passer l'endettement de 100 à 200%? Je crois que ça ne va rien changer. Parce que c'est ce qu'on fait depuis des décennies. Et je crois que c'est parce que ce modèle jacobin, centralisateur, si on remonte même avant le jacobinisme, est un modèle dépassé. Est un modèle dépassé parce que centralisateur, avec beaucoup de couches entre le centre, etc., etc. Et c'est un modèle, je crois, inefficace et qui nous conduit à la catastrophe. Il faut maintenant réfléchir, revenir aux origines de la République et réfléchir à ce que c'est qu'un modèle girondin. Un modèle qui est basé sur les territoires. En l'occurrence, les départements à l'époque des Girondins, on peut appeler ça les pays, tout ce que vous voulez. Mais je crois que la France n'a pas le choix de réfléchir à une révolution copernicienne en se disant il faut devenir girondin. Il faut devenir girondin. Sinon, je ne vois même pas où on va. Si, je vois où on va, enfin on le voit. On parle de territoire, je crois qu'on sait ce qu'ils pensent, les territoires. Voilà, ils se sentent oubliés. Et ça les énerve au dernier degré. Alors qu'on n'a jamais autant dépensé en France pour la France, quoi. Donc, on doit se dire que c'est au niveau macro, on doit sortir de ce modèle jacobin pour entrer dans le modèle girondin. Et je regarde un pays voisin, notre pays voisin, l'Allemagne. Au-delà du caractère des individualités, des caractères collectifs supposés des uns et des autres, l'Allemagne, avec ses Länder, avec son Mittelstand, donc un tissu d'entreprises ancrées dans leur territoire, avec son monde associatif qui n'a rien à voir avec le nôtre, avec des syndicats extrêmement puissants, avec des corps intermédiaires extrêmement organisés, s'en tire mieux que nous, mais beaucoup mieux que nous. Et en Allemagne, il n'y a pas, je mets de côté l'ancienne Allemagne de l'Est, il n'y a pas ce sentiment profond de déclassement, d'abandon, etc., etc. Et pourtant, rigueur budgétaire, on ne dépense pas, on n'emprunte pas, etc. Donc on a quand même, on doit reconnaître la vérité, etc., qu'on a un modèle qui ne fonctionne plus, qui est trop coûteux et qui n'est plus accepté et qui est rejeté. Et de l'autre côté, un modèle à réinventer. Et ce modèle jacobin, et ça c'est la différence avec le jacobinisme initial, c'est que maintenant, on doit réfléchir à comment ce modèle jacobin, donc décentralisé profondément, presque fédéral, je dirais, doit s'appuyer sur les territoires, les pays, les intercommunalités, appelez-les comme vous voulez, et sur les innovations, tout ce que vous venez de décrire, etc., etc. Et si on n'accepte pas de trancher dans le lard et dire non mais
Il faut vraiment qu'on comprenne qu'il y a un message beaucoup plus collectif à apporter, et toutes ces initiatives, tout ce qui est fait, doit devenir une force collective avec un cadre de vision. Les territoires, il y a des besoins, mais surtout il y a des potentiels. Je crois au capital humain. Quels sont le potentiel des territoires? Alors il y a évidemment les territoires d'envie. Actuellement, l'envie n'est peut-être pas d'ailleurs... Bon. Mais en tout cas, on doit absolument essayer de faire cette révolution copernicienne dont on nous parle depuis d'ailleurs des dizaines et des dizaines d'années, mais qui dans la pratique, on est passé de Paris et le désert français à Paris 13 métropoles et le désert français. Donc tout ça doit changer. Et dans ce cadre-là, tout ce que vous faites doit évidemment avoir un message commun, une capacité d'amplification et de dialogue avec ce qui, je l'espère, deviendra la fin du modèle jacobin. Voilà. Et donc, je crois que aussi bien au niveau macro qu'au niveau micro, ce que j'ai entendu ici me semble porteur d'un message très fort et d'un message qui est un message, encore une fois, unitant d'action et de lieu, qui doit être un message immédiat, de pratique, et on l'espère d'infusion sociétale, en disant on va continuer combien de temps comme ça? Ben, je vais vous le dire tout de suite, on ne va plus pouvoir très longtemps. Parce que sinon, on va être en faillite, pour commencer, histoire de rire. Ensuite, on voit bien ce que ça donne sur le terrain. Et finalement, donc voilà, donc je crois, et j'arrête là, je crois que j'ai largement dépassé mon temps de parole, mais bon, c'est le privilège d'être le dernier. Je sais bien que maintenant... Et surtout d'incarner 43 autres pays. Voilà, et pour commencer, hein, ce que tu dis, Frédéric, est fondamental, et rappelons-nous que la dernière révolution copernicienne, elle date justement de Copernic, et rappelons-nous qu'au procès de Galilée, tout le monde sait qu'il a raison. Tout le monde sait qu'il a raison. La question n'est donc pas de savoir quelle est la solution, c'est comment est-ce que, de manière sociopolitique, c'est acceptable par tous. Et je vous rappelle que la dernière révolution copernicienne, elle a mis 120 ans. Et je vous rappelle qu'une souris, c'est 21 jours, un éléphant, c'est 24 mois, et que vous pouvez faire ce que vous voulez, même en mettant 9 femmes pendant un mois dans une salle, vous n'aurez pas ce qu'une femme toute seule peut produire en 9 mois. Peut-être que nous devons revenir à la sagesse du temps long. Et oui, nos modèles sont tous à réinventer, et oui, nous pouvons les puiser dans le passé, mais plus encore. Nous pouvons, grâce à ce passé, inventer les modèles qui nous correspondent pour que le XXIe siècle puisse être plus solidaire, durable, équitable, fraternel, ce que je crois, nous croyons tous. Et je pense que dans leur sagesse, si les pays du Sud ont exigé ce 17e objectif, c'est justement pour dire comment nous allons prendre le temps d'inventer ensemble ce que personne ne peut prétendre savoir seul. Et je crois que c'est ce que incarnent les 350 catalyseurs territoriaux, c'est ce que tu nous rappelles dans tous les territoires mondiaux incarnent ces catalyseurs territoriaux qui ne se connaissent pas et ces territoires d'envie qui ne se connaissent pas, mais dont tu vas t'empresser de partager les choses. Et je voudrais revenir en conclusion sur 2 points. D'abord, la valeur du temps. Elle se marque aussi par votre patience. Je vous rassure, dans 10 minutes, c'est fini. Je remercie ceux qui sont en ligne d'avoir accepté quelques débordements par rapport à 13 heures qui devait être la fin. Et je remercie encore plus ceux qui n'ont pas pu bouger depuis 10 heures du matin pour que justement ce cheminement en commun puisse se comprendre et se construire ensemble, goutte à goutte. Parce que si nous précipitons les choses, si nous voulons que les plantes poussent plus vite, et ce n'est pas ici qu'on me dira le contraire, alors elles s'arrachent. Et je crois que c'est cette valeur du temps qui le caractérise. Et comme la co-construction se vit plus qu'elle ne se dit, puisqu'il n'y a de valeur non plus dans le mot MOTS, mais dans l'acte pour pouvoir le faire,
nous proposons de finir cet anniversaire avec 3 cadeaux. Un premier cadeau qui va être cette balade des transitions que nous allons faire ensemble, en tous les cas pour ceux qui ne sont pas à distance. Valérie, je sais que tu nous suivras en pensée, pour pouvoir découvrir la richesse finalement de ce soir qui incarne la richesse de nos territoires, puisque c'est au cours d'un débat cet après-midi que va avoir lieu cette balade des transitions. Parce que oui, les solutions existent déjà si nous les relions ensemble. Pour le faire, et ce sera le deuxième acte, il faut savoir les voir du local à l'international, et nous signons avec Frédéric un partenariat entre Acted et le fonds ODD 17 qui pour nous est très cher parce que justement c'est de penser le fonds ODD 17 non pas comme un fonds franco-français mais bien dans cette dynamique globale, et je crois que Frédéric Lebonnier qui copilote avec nous au nom de la Fondation GRDF le fonds ODD 17 en sera particulièrement fière elle aussi. Et puis enfin après le gouvernement, qui au travers de sa ministre Prisca Thévenot avait signé la première, la charte d'engagement réciproque du Faire Alliance, qui avait été testée pendant 3 ans auprès de la 50aine de projets qui ont bénéficié du fonds ODD 17. Après la présidente de l'ANPP, territoire de projet, qui, à l'occasion du salon des maires, suite à son intervention au congrès des maires, a signé justement pour montrer cet engagement des collectivités territoriales au quotidien et rappeler l'importance d'y investir, eh bien nous serons heureux d'avoir 2 nouveaux signataires, Acted et bien sûr le réseau des catalyseurs territoriaux, donc